Un grondement sourd monta de la gorge de Max tandis qu'il pressait son museau contre la fenêtre fissurée du sous-sol. 6 jours sans un repas correct avaient rendu les côtes du berger allemand visibles sous son pelage emmêlé, mais ce n'était pas la faim qui le tenait immobile. Maintenant, à travers le verre sale illuminé par une simple ampoule vacillante, se trouvait une cage métallique à peine assez grande pour qu'un enfant puisse se tenir debout à l'intérieur. Une petite fille aux cheveux blonds emmêlés était recroquevillée dans un coin, ses bras maigres enlaçant ses genoux. La tête de la fillette se releva brusquement à son bruit, ses yeux bleus s'écarquillant de peur, puis d'espoir. Quelque chose dans ses yeux fit bégayer le cœur de Max. Il connaissait ses yeux, la même forme, la même couleur que ceux de Sarah, sa Sarah qui sentait la cannelle et les choses courageuses, dont il entendait encore la voix dans ses rêves. « Aide-moi » chuchota l'enfant, rampant vers l'avant, ses petits doigts agrippant les barreaux métalliques. « S'il te plaît, aide-moi. » Max gémit, frappant la vitre avec sa patte. Il ne devrait pas être là, ne devrait pas s'en soucier, mais ses yeux, cette odeur si familière que ça faisait mal. N'hésitez pas à aimer et à partager vos pensées dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous regardez. Continuons maintenant avec l'histoire. Oakidge, dans le Montana, avait autrefois prospéré grâce au bois d'œuvre et au tourisme, mais de nos jours, ce n'était qu'une autre ville oubliée, lentement reconquise par la forêt environnante. L'hiver était arrivé tôt cette année, recouvrant l'ancienne scierie abandonnée à la périphérie de la ville d'un mètre de neige. Le bâtiment de briques de 3 étages, avec son toit effondré et ses fenêtres brisées, était vide depuis près d'une décennie. Tout le monde pensait que Max n'avait pas toujours été un chien errant. Le gilet usé de recherche et sauvetage qui pendait encore lâchement de son corps parlait d'une vie différente, une vie avec un but et un sentiment d'appartenance. Il y a 6 mois, il avait un nom, un foyer et Sarah Miller, sa maîtresse et meilleure amie. Ils avaient travaillé ensemble à retrouver des personnes perdues dans des avalanches et des incendies de forêt, jusqu'à ce jour terrible où l'immeuble d'habitation s'était effondré. Max avait creusé jusqu'à ce que ses pattes saignent, mais il n'avait pas pu atteindre Sarah à temps. Lorsqu'ils avaient finalement sorti son corps des décombres, quelque chose s'était brisé en lui. Il s'était éclipsé pendant le chaos, incapable d'affronter un monde sans elle. Maintenant, il survivait de reste et dormait dans n'importe quel abri qu'il pouvait trouver, évitant les humains qui lançaient des pierres ou appelaient la fourrière. Le froid l'avait poussé plus loin dans la ville que d'habitude, sa faim étant plus pressante que sa prudence. Sophie Miller rentrait de l'école primaire d'Oakidge lorsque le camion bleu s'était arrêté à côté d'elle. 4 jours s'étaient écoulés depuis, des jours passés dans l'obscurité et la peur, son petit corps frissonnant à l'intérieur de la cage, à peine assez grande pour sa stature de 7 ans. Son père, Mark, devait être malade d'inquiétude maintenant. Savait-il qu'elle avait perdu l'écharpe rose qui avait appartenu à sa mère, l'écharpe qu'elle gardait cachée parce que ça rendait papa triste de la voir? William Blackwood vivait dans l'ombre de ce qu'il avait été autrefois, avant l'Afghanistan, avant l'engin explosif improvisé qui avait laissé des cicatrices invisibles, avant de perdre Ellie et la petite Jessica dans l'accident de voiture il y a 3 ans. Maintenant, il effectuait des petits boulots lorsque son esprit était assez clair, collectionnant des poupées qui lui rappelaient sa fille, leur parlant à voix basse lorsque les voix devenaient trop fortes. L'officier Jack Thompson avait affiché un autre avis de disparition dans la salle de repos du poste, Sophie Miller, 7 ans, vue pour la dernière fois mardi après l'école. Jack ne reconnaissait pas l'enfant, mais quelque chose chez elle lui serrait la poitrine. Peut-être avait-il vu trop d'affiches ces derniers temps, peut-être savait-il qu'après 48 heures, les statistiques devenaient sombres, ou peut-être y avait-il quelque chose dans ses yeux qui lui rappelait quelqu'un qu'il n'avait pas réussi à sauver. Le vent glacial du Montana transperçait le mince pelage de Max alors qu'il boitait dans une autre ruelle. 6 mois en tant que chien errant lui avaient appris quel restaurant jetait les meilleurs restes, quel quartier laissait des gamelles d'eau sur les porches, quels humains pouvaient offrir une main douce au lieu d'un coup de pied. Aujourd'hui, il n'avait trouvé que des ordures gelées et des bennes à ordures vides. Son estomac avait cessé de grogner il y a des jours, remplacé par une douleur sourde qui le suivait comme une ombre. Max n'avait pas l'intention de s'éloigner autant de son territoire habituel. La gare de triage abandonnée où il avait établi sa tanière était à plus de 3 km. Mais quelque chose l'avait attiré vers ce coin oublié d'Oakidge, une odeur dans le vent, peut-être quelque chose de familier mais lointain, comme le souvenir de la voix de Sarah l'appelant au travail. Sarah, même le simple fait de penser à son nom, faisait plaquer ses oreilles contre sa tête. Elle l'avait trouvé au refuge il y a 8 ans, juste un chiot maladroit avec des pattes surdimensionnées et sans formation. Celui-là, avait-elle dit au gardien, il a de bons yeux. Sous ses mains patientes, il avait appris à suivre les odeurs dans la neige,
à trouver des personnes enfouies dans les décombres, à ne jamais abandonner tant que la mission n'était pas terminée. Sarah sentait la gomme à la cannelle et l'huile spéciale qu'elle utilisait sur ses cordes d'escalade. Elle l'appelait son meilleur partenaire et lui avait discrètement donné des morceaux de bacon lorsqu'ils avaient campé lors de recherches en pleine nature. Ses souvenirs portaient les pattes de Max à travers la neige de plus en plus épaisse, devant la station-service abandonnée et vers l'ombre imposante de l'ancienne Syrie. Le bâtiment s'élevait sur 3 étages, sa façade en briques, ses fenêtres qui s'effondraient, étaient barricadées ou brisées, une clôture en grillage affaissé entourait la propriété, des panneaux d'interdiction d'entrée étaient accrochés à intervalles réguliers, décolorés par des années de soleil et de neige. Une nouvelle odeur attira l'attention de Max, humaine, jeune, effrayée, et en dessous, le goût métallique du sang. Sa formation prit le dessus, avant même qu'il ne réfléchisse consciemment. Max se faufila à travers un espace dans la clôture, suivant l'odeur jusqu'à l'arrière du bâtiment, où une petite fenêtre du sous-sol avait été récemment déneigée. Le verre était fissuré, permettant à la fois à l'odeur et au son de doux sanglots de s'échapper. Max pressa son museau contre l'ouverture, son souffle embuant le verre froid. Le sous-sol était sombre, éclairé uniquement par une seule ampoule suspendue à des fils exposés. Des caisses en bois et des machines rouillées projetaient de longues ombres sur le sol en béton, et là, au centre de la pièce, se trouvait une grande cage métallique, du type utilisé pour piéger les animaux sauvages, et à l'intérieur, une petite fille aux cheveux blonds emmêlés. L'enfant ne devait pas avoir plus de 7 ou 8 ans. Son manteau rose était sale, son visage rayé de larmes et de crasse. Un plateau de nourriture avec des croûtes de pain et une tasse d'eau vide était juste hors de sa portée, à l'extérieur de la cage. Lorsque l'ombre de Max se projeta sur elle, elle leva les yeux avec des yeux rougis qui s'écarquillèrent, d'abord de peur, puis avec un espoir désespéré. Ses yeux, Max sentit son cœur bégayer dans sa poitrine. Il connaissait ses yeux, bleu cristal, avec un anneau plus foncé autour de l'iris, les yeux de Sarah. La reconnaissance le frappa comme un coup physique. « Aide-moi » chuchota la fillette, rampant vers l'avant pour agripper les barreaux métalliques avec ses petits doigts. « S'il te plaît, aide-moi. » Max gémit, frappant la vitre avec sa patte, sa queue frémissant d'une urgence soudaine. L'enfant n'était pas Sarah, ne pouvait pas être Sarah, mais quelque chose chez elle l'appelait, réveillait le chien de recherche et de sauvetage qui était resté inactif depuis ce jour terrible. La fenêtre était trop petite pour qu'il puisse entrer, mais Max fit le tour du bâtiment à la recherche d'une autre entrée. Il trouva une porte de livraison entr'ouverte sur des charnières rouillées. Il lui fallut toute sa force pour coincer son corps dans l'espace, le métal raclant ses flancs. À l'intérieur, la Syrie sentait la pourriture et les rongeurs et quelque chose d'autre, un homme, sale et malade. Max suivit l'odeur de l'enfant, se frayant un chemin avec précaution à travers les couloirs remplis de débris jusqu'à ce qu'il trouve les escaliers menant au sous-sol. Chaque marche craqua sous son poids alors qu'il descendait dans l'obscurité. La fillette halta lorsqu'il apparut dans l'embrasure de la porte du sous-sol, un chien, chuchota-t-elle, comme si elle avait peur que quelqu'un n'entende. « Es-tu là pour m'aider » Max s'approcha avec prudence, faisant le tour de la cage pour examiner. La porte était verrouillée par un cadenas que ses dents ne pouvaient espérer casser. Il renifla l'enfant à travers les barreaux et elle tendit des doigts tremblants pour toucher son nez. « Je m'appelle Sophie » lui dit-elle, sa voix petite mais assurée. « Un méchant m'a mise ici. Je veux rentrer à la maison auprès de mon papa. » Sophie, le nom ne signifiait rien pour Max, mais son odeur racontait une histoire complexe, la peur, la faim et, en dessous, quelque chose d'atrocement familier, pas tout à fait Sarah, mais apparenté, lié. Max ne pouvait pas comprendre le comment ou le pourquoi, mais son instinct le trompait rarement. Il essaya de creuser sous la cage, mais le sol était en béton solide. Il tira sur les barreaux avec ses dents jusqu'à ce que ses gencives saignent. Rien ne bougea. Sophie observa ses efforts avec un désespoir croissant, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « C'est bon, dit-elle finalement, bien que ce ne soit clairement pas le cas. Tu as essayé. » Elle tendit de nouveau la main à travers les barreaux, cette fois vers le plateau de nourriture juste hors de sa portée. Avec effort, elle réussit à accrocher un doigt autour de son bord et à le rapprocher. Elle brisa un morceau de sa croûte de pain et l'offrit à Max à travers la cage. « Tu as l'air affamé. » Max hésita, puis accepta doucement l'offrande. Sa propre faim était profonde, mais ce qui le frappa le plus profondément, c'était le geste, cet enfant emprisonné partageant ses maigres rations avec lui. « Le méchant vient 2 fois par jour, » expliqua Sophie, caressant l'oreille de Max à travers les barreaux. « Matin et soir. Il apporte de la nourriture mais pas assez d'eau.
Il me parle comme si j'étais quelqu'un d'autre. Il m'appelle parfois Jessica. Max s'installa sur son ventre, se pressant contre la cage pour partager sa chaleur. La petite main de Sophie trouva le gilet de service déchiré encore accroché à son corps. « Tu es un chien spécial, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle. « Un chien d'aide ? Maman avait des photos avec des chiens comme toi. Elle trouvait des gens perdus. » À cela, les oreilles de Max se dressèrent. Serait-ce possible? La coïncidence semblait trop grande, et pourtant... Ma maman me manque. Sophie continua, sa voix baissant à un murmure. Papa dit qu'elle est allée au paradis, mais j'ai encore son écharpe. De l'intérieur de son manteau, elle sortit un tissu rose fané qui fit battre le cœur de Max. L'odeur qui s'en dégageait était indéniable, cannelle et huile pour corde d'escalade, l'écharpe de Sarah. Max sut alors ce qu'il devait faire. S'il ne pouvait pas libérer Sophie lui-même, il trouverait quelqu'un qui le pourrait. Avec un but renouvelé, il lécha une fois la main de Sophie, puis se tourna vers les escaliers. « Tu pars ?» La panique bordait sa voix. Max s'arrêta, regardant en arrière avec détermination dans les yeux. « S'il te plaît, reviens !» cria Sophie après lui. « S'il te plaît, ne m'oublie pas. » L'oublier? Impossible. Max avait trouvé la fille de Sarah, bien qu'il ne comprenne pas comment cela était possible et il ne se reposerait pas tant qu'elle ne serait pas en sécurité. La mission, enfin, était claire. Max retourna à la scierie avant l'aube, une branche tombée serrée dans ses mâchoires. Il avait passé la nuit blotti dans une voiture abandonnée, son esprit tourbillonnant de possibilités. La faim qui lui tenaillait le ventre lui semblait insignifiante maintenant comparée au besoin urgent de libérer l'enfant. Avec les yeux de Sarah et l'écharpe de Sarah, la branche était sa meilleure idée. Peut-être pourrait-il la coincer entre les barreaux de la cage et les écarter. Sophie dormait lorsqu'il se glissa de nouveau dans le sous-sol, recroquevillé en une boule serrée contre le froid. La température avait chuté pendant la nuit et sa respiration formait de petits nuages dans l'air glacial. « Tu es revenu ?» chuchota-t-elle lorsque ses pattes claquèrent contre le sol en béton. Son sourire illumina son visage sale et Max ressentit un élan de protection qu'il n'avait pas ressenti depuis Sarah. Il laissa tomber la branche et la poussa vers la cage avec son nez. Sophie comprit immédiatement. Elle attrapa le bâton et essaya de le forcer entre les barreaux, ses petits bras se tendant avec effort. Le bois se brisa, mais le métal tint bon. Max essaya ensuite, serrant ses puissantes mâchoires autour d'un barreau et tirant jusqu'à ce que les muscles de son cou brûlent. Rien ne bougea. « C'est trop fort », dit Sophie finalement, s'effondrant sur la mince couverture qui était son seul réconfort, mais merci d'avoir essayé. Le bruit d'une porte qui claquait au-dessus les fit se figer tous les deux. Des pas lourds traversèrent le sol au-dessus, suivis du grincement des escaliers du sous-sol. Max se retira dans l'ombre derrière une pile de caisses moisies, ses poils se hérissant. L'homme qui entra dans le sous-sol était grand et décharné, avec une barbe de plusieurs jours et des yeux qui lançaient des regards nerveux autour de la pièce. Il portait un plateau avec un sandwich et une petite bouteille d'eau. « C'est l'heure du petit déjeuner, Jessica », dit-il d'une voix étrangement douce en s'approchant de la cage. « Je t'ai apporté ton beurre de cacahuète et ta banane préférée. »« Je m'appelle Sophie », dit doucement la fillette, « pas Jessica, s'il te plaît, laisse-moi rentrer à la maison. » L'homme, William, supposa Max, posa le plateau et s'accroupit devant la cage. « C'est ta maison maintenant, ma chérie. Papa va bien prendre soin de toi. »« Tu n'es pas mon papa », insista Sophie, bien que sa voix tremblât. Le visage de William s'assombrit momentanément, puis se lissa pour reprendre un calme inquiétant. « Tu as juste besoin de temps pour te souvenir. Tu as frappé ta tête dans l'accident, c'est tout. Le médecin a dit que tu pourrais être confuse pendant un certain temps. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une clé, déverrouillant la petite porte utilisée pour faire passer la nourriture dans la cage. Alors qu'il faisait glisser le plateau, Max vit son opportunité. Il jaillit de sa cachette avec un grondement, se précipitant vers l'ouverture. William recula avec un cri, claquant la porte de la nourriture, juste au moment où les dents de Max se refermaient à quelques centimètres de sa main. « Quoi, le ?» Il recula en titubant, les yeux écarquillés de choc et de rage. « Un chien. Comment un chien est-il entré ici ?» Max se positionna entre la cage et William, sa posture rigide, ses dents découvertes en signe d'avertissement. Il était peut-être affaibli par la faim, mais l'instinct protecteur qui avait fait de lui un excellent chien de sauvetage se concentrait maintenant entièrement sur Sophie. « Ne lui fais pas de mal,
cria Sophie, secouant la cage avec une frustration désespérée. C'est mon ami. La surprise de William céda la place à un froid calcul. Il se retira vers un établi et revint avec un morceau de tuyau. Les méchants chiens sont abattus, dit-il, avançant lentement. Max tint bon jusqu'à ce que le tuyau siffle vers sa tête. Il esquiva le premier coup, mais le second l'atteignit à travers les épaules, envoyant une douleur lancinante dans sa colonne vertébrale. Un troisième coup effleura sa patte arrière alors qu'il s'éloignait en titubant. « Cours !» cria Sophie, secouant la cage avec une frustration désespérée. Max ne voulait pas la quitter, mais il ne pouvait pas l'aider s'il était blessé ou tué. Il se faufila entre les jambes de William, faisant trébucher l'homme, puis se précipita dans les escaliers et à travers l'intérieur labyrinthique de la scierie. Derrière lui, les jurons de William s'estompèrent alors que Max se faufilait à travers l'espace dans la porte de livraison et boitait dans la cour enneigée en direction de la sécurité des bois. Max observa William sortir de la scierie, le tuyau toujours à la main, scrutant la lisière des arbres avec des yeux suspicieux. L'homme fit 2 fois le tour du bâtiment, vérifiant les fenêtres et les portes avant de rentrer à l'intérieur. Les oreilles aiguës de Max captèrent le son de serrures supplémentaires qui étaient engagées. Rentrer à l'intérieur serait plus difficile maintenant, mais partir n'était pas une option. Max passa la journée à observer la scierie depuis différents points de vue, répertoriant les mouvements de William. L'homme partit une fois dans un camion bleu, revenant 1 heure plus tard avec des provisions et ce qui ressemblait à un nouveau cadenas. À la tombée de la nuit, Max avait confirmé ses soupçons. William était le seul adulte présent et il dormait au 2e étage de la scierie, ne descendant au sous-sol que pour nourrir Sophie ou utiliser une salle de bain qui avait été sommairement installée dans un coin. Lorsque l'obscurité tomba complètement, Max retourna à la fenêtre du sous-sol. Sophie était réveillée, blottie dans sa couverture, son visage taché de larmes mais résolu. « Je savais que tu reviendrais », chuchota-t-elle lorsqu'elle le vit. « Il a bloqué la porte que tu as utilisée avant, il a mis une grande étagère devant. » Max gémit doucement, pressant son nez contre la vitre. Il ne pouvait pas entrer, mais il pouvait encore la voir et l'entendre. « Pour ce soir, cela devrait suffire. »« Je ne suis pas censé avoir ça, » dit Sophie, jetant un coup d'œil nerveux vers les escaliers avant de sortir l'écharpe rose de Sarah de l'intérieur de son manteau. « Elle appartenait à ma maman. Elle est morte quand j'étais petite. Papa ne sait pas que je l'ai prise dans ses affaires. » Le nez de Max se contracta à l'odeur familière qui flottait à travers la fenêtre fissurée. Il n'y avait aucun doute. L'écharpe avait appartenu à Sarah. Mais comment cet enfant pouvait-il l'avoir? Sarah n'avait jamais mentionné avoir une fille. Sophie pressa l'écharpe contre la vitre. Parfois, je fais comme si elle me serrait encore dans ses bras quand je la tiens. Tandis que Max regardait, Sophie retourna l'écharpe dans ses petites mains, révélant un nom brodé dans un coin, Sarah Miller, recherche et sauvetage. La confirmation de ce que Max avait déjà pressenti le frappa comme un coup physique, c'était la fille de Sarah. Le timing était logique. Sarah avait pris un long congé il y a environ 7 ans, revenant au travail sans explication. Elle n'avait jamais parlé d'un enfant, n'avait jamais eu de photos dans son appartement, mais la preuve était indéniable. Sophie avait les yeux de Sarah, le parfum de Sarah persistait sur sa peau sous la saleté et la peur, et elle possédait l'écharpe de Sarah. Une nouvelle détermination envahit Max. Sarah aurait remué ciel et terre pour sauver son enfant. Il ne pouvait pas faire moins. Son attention fut attirée par un mouvement près de Sophie. Elle avait sorti quelque chose du portefeuille de William, qui était ouvert sur le plateau de nourriture. « Regarde ce que j'ai trouvé quand il ne regardait pas », chuchota-t-elle, pressant une petite photographie contre la vitre. Le cœur de Max faillit s'arrêter. La photo montrait un William plus jeune en uniforme militaire, le bras autour d'une femme qui n'était certainement pas Sarah, mais en arrière-plan, à peine visible dans un coin, il y avait un visage que Max n'oublierait jamais, Sarah dans son uniforme de recherche et de sauvetage à ce qui semblait être une sorte d'entraînement d'intervention d'urgence. William connaissait Sarah. La connexion était impossible à comprendre, mais indéniable. Ce n'était pas aléatoire. Sophie n'avait pas été enlevée par hasard. Max recula de la fenêtre, l'esprit en ébullition. Il avait besoin d'aide humaine. Malgré des mois passés à éviter les gens, il devait maintenant trouver quelqu'un de fiable, quelqu'un qui croirait un chien errant, quelqu'un qui pourrait le reconnaître de son époque avec Sarah. « Où vas-tu » appela Sophie avec anxiété. Max fit un doux aboiement, le plus de réconfort qu'il pouvait offrir, et se tourna vers la ville. Les nuages d'orage qui s'amoncelaient au-dessus promettaient de la neige le matin.
Le temps pressait. L'aube se leva grise et menaçante sur Oakidge, le soleil, une pâle tache derrière de lourds nuages chargés de neige. Max boitait dans la rue Main, sa patte blessée se raidissant dans le froid. Le coup du tuyau de William avait laissé une marque douloureuse sur ses épaules, mais l'inconfort physique n'était rien comparé à l'urgence qui le poussait en avant. La fille de Sarah était en cage et effrayée. Rien d'autre n'avait d'importance. Les banlieusards du matin prêtaient peu d'attention à un autre chien errant. Une femme à l'extérieur de la boulangerie le chassa avec son balai. Un facteur lui lança de la neige. À la station-service, un adolescent lança un sandwich à moitié mangé qui atterrit dans la gadoue à proximité. Max le dévora en 3 bouchées désespérées, la première nourriture qu'il avait mangée depuis des jours, mais ne s'attarda pas. La nourriture pouvait attendre, Sophie ne le pouvait pas. En milieu de matinée, Max avait essayé en vain d'obtenir de l'aide à la caserne de pompiers, des portes closes, des camions partis en intervention, à la bibliothèque, un agent de sécurité l'avait chassé des marches, et même à l'école primaire, où un agent de traversée avait hurlé à sa vue s'approchant des enfants. Son gilet de service, autrefois symbole d'autorité et de but, pendait maintenant en lambeaux de son corps émacié, méconnaissable aux yeux des humains qui ne voyaient qu'un dangereux chien errant. La frustration augmentait à chaque échec. Max ne s'était jamais senti aussi impuissant, pas même en creusant dans les décombres à la recherche de Sarah. Il avait été entraîné à trouver des gens, pas à communiquer avec eux. Comment pouvait-il faire comprendre à quelqu'un? Comment pouvait-il les conduire à Sophie, alors qu'il ne le laissait même pas s'approcher? Le désespoir le poussa au poste de police d'Oakidge, un bâtiment de briques trapues avec des drapeaux américains flanquant l'entrée. Max avait évité les forces de l'ordre depuis qu'il était devenu un chien errant. Le contrôle des animaux n'était jamais loin lorsque la police le remarquait, mais le visage effrayé de Sophie l'emporta sur sa prudence. Il se posta près du parking, observant les agents aller et venir, à la recherche de quelqu'un qui pourrait aider. À midi, une odeur familière attira l'attention de Max. Un grand officier aux cheveux poivre et sel sortit du bâtiment, fermant sa veste contre le froid. La queue de Max frémit de reconnaissance. Cet homme avait été au bâtiment effondré où Sarah était morte. Il se souvenait de la voix de l'officier, douce, alors qu'il essayait d'éloigner Max du côté de Sarah. Quel était son nom? Jack, l'officier Jack Thompson. Max aboya sèchement, trottinant vers l'avant malgré sa douleur. L'officier Thompson leva les yeux, son expression passant de la surprise à la lassitude à la vue d'un grand berger allemand qui s'approchait. « Doucement, mon garçon, dit-il, tendant une main, la paume vers le bas, dans le geste universel pour rester. Max s'arrêta, s'asseyant docilement, essayant d'avoir l'air aussi peu menaçant que possible. Il aboya de nouveau, plus doucement cette fois. L'officier Thompson pencha la tête, étudiant le chien avec des yeux plissés. « Tu as l'air à moitié affamé, fit-il remarquer. D'où viens-tu? Max gémit, se levant pour s'approcher lentement, la queue remuant bas. S'il pouvait juste s'approcher suffisamment pour que l'homme voie le gilet de sauvetage de Sarah, pour capter le parfum persistant de Sarah. Oh là! Thompson recula, cherchant sa radio. Dispatch, ici Thompson. J'ai un berger allemand errant sur le parking du poste. On dirait qu'il a peut-être été le chien de travail de quelqu'un. Pouvez-vous envoyer le contrôle des animaux? Les oreilles de Max se plaquèrent au mot « contrôle des animaux ». Il avait été pris une fois auparavant, passé 3 jours terrifiants dans une cage avant de réussir à s'échapper. Il ne pouvait pas aider Sophie s'il était capturé. Avec un dernier gémissement frustré, il se retira, disparaissant entre 2 voitures de patrouille garées. « Laissez tomber dispatch, dit Thompson. Le chien est parti. » Max observa de dessous un VUS Thompson secouer la tête et marcher vers sa voiture de patrouille. Une autre tentative ratée, une autre heure perdue, pendant que Sophie attendait, froide et effrayée. Il suivit la voiture de police à distance, espérant une autre opportunité, mais Thompson conduisit de l'autre côté de la ville et disparut dans un quartier résidentiel. Au moment où Max retrouva son chemin vers la rue Main, l'après-midi déclinait et de gros flocons de neige avaient commencé à tomber. La température baissait rapidement. Max devait retourner auprès de Sophie pour lui offrir la chaleur et le réconfort qu'il pouvait à travers la fenêtre du sous-sol. Il essaierait de nouveau demain de trouver de l'aide. Mais alors qu'il se tournait vers la scierie, un mouvement de l'autre côté de la rue attira son attention. Une petite foule s'était rassemblée devant le seul restaurant de la ville, autour d'un tableau d'affichage. De sa position dans la ruelle, Max pouvait voir ce qui avait attiré leur attention, une affiche rose vif avec le visage d'un enfant,
le visage de Sophie. 7 jours maintenant, disait une femme en secouant la tête, le pauvre Mark est hors de lui. J'ai entendu dire qu'ils élargissaient les recherches au comté de Wentworth, répondit une autre. Le shérif pense qu'elle a peut-être été emmenée de l'autre côté de la frontière de l'État. 3e enfant en 2 ans, ajouta un homme d'un ton lugubre. D'abord le garçon Reynolds, puis cette petite fille de Farnham, maintenant Sophie Miller. Que arrive-t-il à cette ville? Les oreilles de Max se dressèrent à la mention d'autres enfants disparus. William les avait-il emmenés aussi? Y avait-il d'autres caches dans des parties du sous-sol qu'il n'avait pas vues? Alors que la foule se dispersait, Max aperçut l'officier Thompson de l'autre côté de la rue, clouant une autre copie de l'affiche de Sophie sur un lampadaire. C'était sa chance. Il se précipita à travers la circulation, ignorant les klaxons et les voitures qui dérapaient, se concentrant entièrement sur le fait d'atteindre Thompson avant qu'il ne retourne à sa voiture de patrouille. Et, fais attention, cria Thompson, alors que Max dérapait pour s'arrêter à côté de lui, faisant presque perdre l'équilibre à l'officier. La reconnaissance se fit lentement sur son visage. Encore toi. T'es-tu, hein? Max aboya avec urgence, tournant en rond, puis faisant quelques pas vers le bord de la ville avant de regarder en arrière. L'invitation canine universelle, suis-moi. Thompson soupira, s'accroupissant au niveau du chien. Écoute mon ami, je n'ai pas le temps de jouer. Il y a une enfant disparue. Il s'arrêta au milieu de sa phrase, son regard tombant sur le gilet déchiré encore accroché au corps de Max. Attends une minute. Il tendit la main, effleurant lentement le tissu usé où, recherche et sauvetage, était encore faiblement visible malgré des mois d'usure et d'intempéries. Je connais ce gilet, murmura Thompson. Sarah Miller, tu es le chien de Sarah, n'est-ce pas, Max? La queue de Max remua au son de son nom, sa première confirmation en 6 mois qu'il était toujours Max, toujours le partenaire de Sarah, pas seulement un chien errant sans nom. Le visage de Thompson s'adoucit de tristesse. J'aurais dû te reconnaître plus tôt. Tu étais là quand nous l'avons trouvé. Tu as disparu après le service commémoratif. Tout le monde pensait que tu étais mort aussi. Max gémit, frottant son museau contre la main de Thompson, puis se tournant à nouveau pour trotter quelques pas vers la scierie avant de regarder en arrière avec impatience. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Tu essaies de me montrer quelque chose? Max aboya affirmativement, tout son corps tendu d'urgence. Thompson hésita, vérifiant sa montre. Je suis de service pendant encore 1 heure. Il étudia le chien désespéré, puis jeta un coup d'œil à l'affiche de Sophie toujours dans sa main. Quelque chose changea dans son expression, le doute, la curiosité, une faible étincelle d'espoir. Ah, zut alors, pourquoi ne pas ouvrir la voie? Max n'a pas attendu qu'il se ravise. Il est parti au rythme le plus rapide que sa jambe blessée lui permettait, s'arrêtant fréquemment pour s'assurer que Thompson le suivait. L'officier la suivit, d'abord avec une réticence visible, puis avec un intérêt croissant alors qu'il laissait derrière le centre-ville et s'approchait de la zone industrielle abandonnée. Où allons-nous, Max? À l'ancienne usine, a appelé Thompson, son souffle s'embuant dans l'air de plus en plus glacial. L'endroit est vide depuis des années. Max a ignoré la question, avançant alors que la neige commençait à tomber plus abondamment. Au moment où ils ont atteint la clôture en grillage entourant la propriété de l'usine, la visibilité avait considérablement diminué. La tempête arrivait plus vite que prévu. C'est une propriété privée, a dit Thompson en s'arrêtant à la clôture. Il me faut une raison d'entrer là-dedans, Max, je ne peux pas juste. Max ne l'a pas laissé finir. Il s'est faufilé à travers le même trou qu'il avait utilisé auparavant, puis s'est tenu de l'autre côté en aboyant avec insistance. Thompson a soupiré, sortant sa lampe de poche alors que l'obscurité commençait à tomber sérieusement. Bon, mais ça a intérêt à être bon. Il a suivi la ligne de la clôture jusqu'à ce qu'il trouve un portail, son cadenas cassé depuis longtemps. Je vais probablement le regretter, a-t-il murmuré, le poussant pour l'ouvrir avec un grincement protestataire de métal rouillé. Max l'a conduit directement à la fenêtre du sous-sol, grattant la neige pour la dégager, puis regardant Thompson avec une intensité désespérée. « Qu'est-ce que je suis censé voir ?» a demandé Thompson, accroupi à côté de lui. Il a dirigé sa lampe de poche à travers le verre sale, son faisceau perçant l'obscurité pour illuminer la cage au centre de la pièce, vide. « Il n'y a rien là, Max, a dit doucement Thompson. Juste une vieille cage pour animaux. » Le cœur de Max s'est emballé de panique. Où était Sophie? William l'avait-il déplacée? L'avait-il blessée?
Il a pressé son nez contre la vitre, gémissant bruyamment, essayant de capter son odeur. Thompson s'est redressé, son expression affichant un mélange de déception et de sympathie. « Écoute, je sais que tu essaies de me dire quelque chose. » Mais le bruit d'un moteur l'a interrompu. Des phares ont balayé la cour alors qu'une camionnette bleue s'approchait de l'usine, crissant dans la neige fraîche. « Quelqu'un arrive » a murmuré Thompson, tirant Max loin de la fenêtre et derrière une pile de barils rouillés. « Reste tranquille. » Ils ont regardé William sortir du camion avec un sac d'épicerie en plastique. Il a déverrouillé la porte latérale de l'usine et a disparu à l'intérieur sans remarquer les empreintes de pas fraîches, partiellement obscurcies par la neige qui tombait. « C'est étrange » a chuchoté Thompson. « Pourquoi quelqu'un viendrait-il ici par ce temps ?» Il a sorti son téléphone, tapant rapidement quelque chose, William Blackwood. Camions enregistrés à son nom. Libération honorable de l'armée il y a 5 ans. Quelques troubles mineurs depuis, rien de majeur. Max a grogné doucement, essayant de tirer vers la porte où William était entré. « Doucement, mon garçon, si tu penses que quelque chose ne va pas, je dois faire ça dans les règles. » Thompson a rangé son téléphone. « Je vais jeter un coup d'œil, mais il me faut une raison d'entrer. » Une activité suspecte dans un bâtiment abandonné pendant une tempête pourrait suffire. Il s'est approché prudemment de la porte latérale, Max à ses talons. « Officier de police » a-t-il appelé en frappant fermement. « J'ai besoin de vous poser quelques questions, monsieur. » Aucune réponse n'est venue de l'intérieur. Thompson a essayé la porte et l'a trouvée déverrouillée. Justification légale satisfaite. Il l'a poussée pour l'ouvrir, la main reposant sur son arme dans son étui. « Monsieur Blackwood, police d'Oakidge, je veux juste m'assurer que tout va bien. » Max n'a pas attendu d'autres formalités humaines. Il a dépassé Thompson, courant à travers l'intérieur sombre de l'usine, suivant l'odeur de Sophie, descendant un escalier différent de celui qu'il avait utilisé auparavant, celui-ci caché derrière une pile de palettes d'expédition. Max, bon sang, a sifflé Thompson, se précipitant après lui. Les escaliers menaient à une section différente du sous-sol, séparée de la pièce avec la cage par un mur de briques. Lorsque Max a tourné au coin, il a finalement trouvé ce qu'il cherchait. Sophie était assise recroquevillée sur un matelas taché, portant toujours son manteau rose. William était accroupi à côté d'elle, lui tendant un sandwich. « Mange, Jessica, » disait William, sa voix anormalement douce. « Tu dois reprendre des forces. »« Je t'ai dit. »« Je m'appelle Sophie, » a répondu la fillette, sa voix à peine audible. « S'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi. » Le visage de William s'est assombri. « C'est ta maison maintenant. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça, après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai sacrifié ?» Max ne l'a pas laissé finir. Il s'est jeté à travers la pièce avec un grognement qui a surpris les deux humains. William a bondi sur ses pieds, laissant tomber le sandwich alors que Max se positionnait entre l'homme et Sophie. « Max » a crié Sophie, son visage s'illuminant d'un espoir désespéré. « Tu es revenu. Qu'est-ce que c'est que ça ?» William a reculé, attrapant quelque chose sur un établi voisin. « Comment êtes-vous entré ici encore, espèce de chien galeux ? » « Police, ne bougez pas. » Thompson est apparu dans l'embrasure de la porte, arme au poing, son expression passant de la confusion au choc en observant la scène, en particulier la petite fille recroquevillée derrière le chien protecteur, Sophie Miller. Sophie a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. « S'il vous plaît, aidez-moi. Il m'a enlevé à l'école. » Le visage de Thompson s'est durci alors qu'il se concentrait sur William, qui tenait maintenant un couteau de chasse. « Laissez tomber l'arme, Blackwood. »« Maintenant. » « Vous ne comprenez pas, » a dit William, sa voix tremblant. « C'est ma fille. Elle ne s'en souvient juste pas encore. »« C'est Sophie Miller, » a répondu Thompson d'un ton égal. « Elle a disparu depuis 7 jours. Son père a tout le comté à sa recherche. »« Laissez tomber le couteau. »« Non. » Les jointures des doigts de William ont blanchi autour du manche du couteau. « Elle est à moi maintenant. Je l'ai achetée, honnêtement. » « Acheté ?» L'expression de Thompson reflétait le dégoût et la confusion. « De quoi parlez-vous » ? À l'homme dans la camionnette blanche, a dit William, ses yeux passant rapidement de Thompson à Max, qui continuait de grogner, le poil hérissé. Il a dit qu'il pouvait me trouver un remplacement après la mort de Jessica, qu'il pouvait trouver une fille qui lui ressemblait. Sophie s'est recroquevillée encore plus contre le mur.
Il n'arrête pas de m'appeler Jessica. Je ne sais pas qui c'est. Thompson a gardé son arme pointée sur William, mais sa voix s'est adoucie alors qu'il s'adressait à Sophie. Ça va aller, ma petite, on va te sortir de là. À William, il a ajouté, dernière chance, posez le couteau. Pendant un instant, il a semblé que William allait obéir. Ses épaules se sont affaissées et le couteau a légèrement baissé. Puis son regard est tombé sur une photographie encadrée sur l'établi, une fillette blonde souriante de l'âge de Sophie. Son expression s'est durcie. Non, a-t-il simplement dit et s'est jeté sur Sophie. Max a réagi instantanément, se jetant sur le bras de William, ses mâchoires puissantes se refermant autour du poignet, tenant le couteau. William a hurlé, essayant de se débarrasser du chien alors que Thompson se précipitait en avant. Dans le chaos qui a suivi, Sophie s'est relevée en titubant, reculant vers un coin sombre du sous-sol. Thompson se battait avec William, essayant de le maîtriser sans le blesser, tandis que Max maintenait sa prise malgré les tentatives de William de le poignarder avec sa main libre. « Arrêtez de vous battre » a crié Thompson. « Vous ne faites qu'empirer les choses. » William a répondu en balançant le couteau sauvagement, atteignant Thompson à l'avant-bras. L'officier a grogné de douleur mais n'a pas relâché sa prise. Finalement, avec l'aide de Max, Thompson a réussi à forcer William face contre le sol en béton, fixant ses poignets avec des menottes. Le couteau a glissé dans un coin. Sophie a appelé Thompson, respirant fortement alors qu'il gardait un genou sur le dos de William. « C'est sûr maintenant, sors de là. » Aucune réponse n'est venue du coin sombre où elle s'était réfugiée. Sophie a de nouveau essayé Thompson, l'inquiétude se faisant sentir dans sa voix. « Max, trouve-la. » Max a relâché le bras de William et a trotté vers le coin, le nez au vent. L'odeur de Sophie a conduit à une porte étroite précédemment cachée par les ombres, une porte qui était maintenant partiellement ouverte. Au-delà, une autre section du sous-sol s'étendait dans l'obscurité. « Elle est passée par là », a dit Thompson, suivant Max jusqu'à la porte. Il a dirigé sa lampe de poche dans l'obscurité, révélant une vue qui a glacé son sang. Le faisceau a illuminé non pas une cage, mais 3, disposés en rang le long du mur du fond. Mon Dieu! 2 étaient vides, leurs portes pendantes. La 3e retenait Sophie, à nouveau piégée derrière des barreaux métalliques, travaillant frénétiquement sur le cadenas avec une épingle à cheveux. « Je n'arrive pas à l'ouvrir », a-t-elle crié quand elle les a vus. « Je pensais qu'il pourrait y avoir une issue ici, mais la porte au bout est verrouillée aussi, et puis je me suis retrouvé coincé ici à nouveau. Les serrures sont toutes les mêmes. » Thompson a jeté un coup d'œil à William, toujours immobilisé au sol. « Où est la clé, Blackwood ?» Le rire de William ne contenait aucune gaieté. « Je ne le dirai pas, jamais. Elle est à moi. » Max a grogné, retournant vers William et se tenant au-dessus de lui, les dents découvertes. « Rappelez votre chien, » a dit William, une vraie peur dans sa voix. « La clé, » a répété Thompson. « Allez en enfer. » Thompson a soupiré, retournant examiner le cadenas sur la cage de Sophie, cadenas standard. « Je pourrais peut-être le faire sauter, mais pas avec toi là-dedans, Sophie, c'est trop dangereux. » Et l'autre porte ? Sophie a pointé l'extrémité opposée de la pièce. « Peut-être qu'on pourrait la défoncer. » Thompson a essayé la porte qu'elle avait indiquée, mais elle était en métal massif, solidement boulonnée. « Pas bon, il faudrait un bélier. » Il a passé une main dans ses cheveux, réfléchissant rapidement. « Je dois appeler des renforts, mais il n'y a pas de réseau ici. Il faut que je remonte. » « Ne me laissez pas », la voix de Sophie s'est élevée en panique. « Je reviens tout de suite », a promis Thompson. 2 minutes, maximum. Max restera avec toi. Comme s'il comprenait, Max s'est installé à côté de la cage de Sophie, se pressant contre les barreaux pour lui offrir un peu de réconfort. Thompson a vérifié une fois de plus les entraves de William, puis s'est précipité dans les escaliers, disparaissant de la vue. Max a entendu ses pas au-dessus de sa tête, puis le bruit statique d'une transmission radio qui s'est rapidement estompée. « Il va chercher de l'aide », a chuchoté Sophie, passant ses doigts à travers les barreaux pour toucher la fourrure de Max. « On va s'en sortir. » Max aurait aimé partager sa certitude. Quelque chose n'allait pas. Un changement dans la pression atmosphérique, un grondement lointain. Il a penché la tête, écoutant attentivement. Sophie a remarqué son alerte. « Qu'est-ce qu'il y a, Max ? Qu'est-ce que tu entends ?» Avant qu'il ne puisse répondre de quelque manière que ce soit, un craquement énorme a fendu l'air,
suivi d'un profond gémissement venant d'en haut. De la poussière et de petits morceaux de béton sont tombés du plafond. « Qu'est-ce qui se passe » a crié Sophie, se recroquevillant dans le coin de sa cage. Max ne comprenait pas les détails, mais il reconnaissait le danger quand il l'entendait. La vieille usine émettait les mêmes sons que l'immeuble d'appartement juste avant qu'il ne s'effondre sur Sarah, le cri de mort d'une structure qui cédait. De sa position sur le sol, William a commencé à rire, un son aigu et déséquilibré. « Il y a des tempêtes ici » a-t-il appelé. Ce vieil endroit ne peut pas supporter le poids d'une forte neige. Le toit est prêt à s'effondrer depuis des années. Un autre craquement, plus fort que le premier, a ponctué ces mots. Davantage de débris sont tombés et une conduite d'eau au-dessus de la tête s'est ouverte, envoyant un jet glacé à travers la pièce. Max a aboyé frénétiquement, courant vers les escaliers pour chercher Thompson. L'officier est apparu en haut, le visage sombre. « Le bâtiment s'effondre » a-t-il crié par-dessus le gémissement du bois et de la maçonnerie. « On doit sortir maintenant. » Il s'est précipité dans les escaliers, mais avant d'atteindre le bas, une poutre de soutien s'est effondrée du plafond, le frappant aux épaules et le coinçant sur les marches. « Officier Thompson » a crié Sophie. Max a couru vers l'officier tombé, qui était conscient mais visiblement souffrant, du sang coulant d'une entaille sur son front. « Je ne peux pas bouger » a haleté Thompson. « La poutre m'a coincé. » Il a tâtonné à sa ceinture, réussissant à détacher un trousseau de clés qu'il a tendu à Max. « Prends ça, l'une d'elles pourrait ouvrir le cadenas. »« Va, Max, sors-la de là. » Max a doucement pris les clés, comprenant leur importance, sinon le plan spécifique. Il les a portées à la cage de Sophie, les laissant tomber à sa portée. « Bon chien » a-t-elle chuchoté, essayant rapidement chaque clé dans le cadenas. Aucune ne convenait. L'eau de la conduite brisée s'accumulait sur le sol, montant maintenant régulièrement alors que davantage de conduites éclataient sous la pression de la structure qui s'effondrait. William est resté où il avait été laissé, apparemment résigné à quel que soit le sort qui les attendait tous, son rire s'estompant en marmonnement à propos de sa Jessica perdue. « Il nous faut la bonne clé » a dit Sophie, la panique gagnant sa voix alors que l'eau commençait à s'infiltrer dans sa cage. « Elle doit être sur lui » a-t-elle pointé William. Max a compris. Il est retourné vers William, reniflant ses poches, détectant du métal parmi les odeurs de sueur et de peur. Utilisant ses dents, il a déchiré le tissu de la veste de William jusqu'à ce qu'une petite clé tombe sur le sol en béton, maintenant recouvert de plusieurs centimètres d'eau glaciale. « C'est ça » a appelé Sophie. « Apporte-la ici, Max. » Mais alors que Max récupérait la clé, le craquement le plus catastrophique à ce jour a secoué le bâtiment. Une grande section du plafond s'est effondrée entre lui et la cage de Sophie, entraînant des conduites, des câbles et des débris dans une cascade tonitruante. L'eau coulait maintenant de multiples sources et les lumières vacillaient de façon inquiétante. Thompson, toujours coincé dans les escaliers, a crié quelque chose que Max ne pouvait pas comprendre par-dessus le vacarme du bâtiment qui s'effondrait. Le sol sous William se fissurait, l'eau se précipitant dans un espace caché en dessous. Si Max n'agissait pas rapidement, ils seraient tous enterrés ou noyés, tout comme Sarah. Le souvenir de cet échec a renforcé sa détermination. Il ne perdrait pas le chiot de Sarah. Pas aujourd'hui, jamais. Le sous-sol se transformait en une vision de l'enfer, de l'eau coulant des conduites brisées, des morceaux de béton tombant du plafond, le gémissement de la structure au-dessus, comme une bête blessée se préparant à son effondrement final. Max est resté figé pendant un seul instant, la cage de Sophie d'un côté, l'officier Thompson piégé de l'autre, William s'enfonçant lentement dans le sol fissuré entre eux. Max a fait son choix instantanément. Sarah lui avait appris que sauver des vies passait avant tout. Avec la clé serrée entre ses dents, il a sauté par-dessus la fissure qui s'élargissait dans le sol, atterrissant maladroitement alors que sa jambe blessée a failli céder. L'eau montait plus vite, atteignant déjà 15 cm de profondeur et engourdissant de froid. « Dépêche-toi, Max » a crié Sophie, les mains tendues à travers les barreaux. Max a atteint sa cage juste au moment où une autre section du plafond s'est effondrée à proximité, envoyant une giclée d'eau et de débris. Il a laissé tomber la clé dans la paume de Sophie qui attendait, regardant anxieusement ses petits doigts tâtonner avec le cadenas. « Ça ne marche pas » a-t-elle sangloté après plusieurs tentatives. « Elle ne tourne pas. » Max a gémi, tournant autour de la cage avec frustration. La serrure était vieille, probablement rouillée à l'intérieur. Sophie a essayé à nouveau, ses mains tremblant de froid et de peur. Cette fois, la clé lui a échappé, tombant dans l'eau trouble avec un petit ploc.
Non, a gémi Sophie, tombant à genoux pour chercher aveuglément dans l'eau qui montait. Max n'a pas hésité. Il a plongé son museau sous la surface, utilisant son nez sensible pour localiser l'objet métallique. L'eau froide lui a piqué les yeux et le nez, mais il a persisté, quadrillant méthodiquement la zone, jusqu'à ce qu'il sente la clé contre sa langue. Il a fait surface avec un grognement triomphant, secouant l'eau de son visage. « Tu l'as trouvé !» Sophie a repris la clé, l'essuyant sur son manteau. « Laisse-moi essayer une dernière fois. » Au-dessus d'eux, le bâtiment a crié alors que le bois se fendait et que la brique s'effondrait. Les lumières ont vacillé une fois, deux fois, puis se sont éteintes, plongeant complètement le sous-sol dans l'obscurité, brisé seulement par le faisceau de la lampe de poche tombée de Thompson, maintenant partiellement submergée mais toujours fonctionnelle. « Je ne vois pas », a chuchoté Sophie, sa voix petite et emplie de terreur. Max s'est approché de la cage, utilisant son corps pour diriger le faisceau de la lampe de poche vers la serrure. Sophie a hoché la tête avec gratitude, insérant à nouveau la clé. Cette fois, elle l'a tournée lentement, appliquant une pression constante. Quelque chose à l'intérieur du mécanisme a cliqué et le cadenas s'est ouvert. Ça a marché. Sophie a poussé la porte de la cage et s'est jetée dans l'eau qui montait, enlaçant le cou de Max. « Tu l'as fait !» Leur célébration a été de courte durée. Un craquement terrible a retenti d'en haut, suivi d'une avalanche de débris qui a complètement bloqué l'escalier où Thompson était piégé. Le cri de douleur de l'officier était à peine audible par-dessus la cacophonie de la destruction. « Officier Thompson !» a crié Sophie, se frayant un chemin vers lui à travers l'eau, atteignant maintenant sa taille. Max a attrapé son manteau entre ses dents, l'attirant en arrière alors que d'autres débris s'effondraient. Le chemin vers Thompson était complètement bloqué maintenant. Même s'il pouvait l'atteindre, déplacer la poutre tombée serait impossible pour un enfant et un chien. William avait réussi à se rouler sur le côté malgré ses menottes, gardant son visage au-dessus de l'eau qui montait. « Le tunnel de service » a-t-il appelé, sa voix étrangement calme. Derrière la dernière cage, il mène à l'ancien quai de chargement. Sophie a hésité, manifestement réticente à faire confiance à l'homme qui l'avait emprisonné. « Pourquoi devrions-nous vous croire ?» a-t-elle demandé, se serrant contre Max pour se protéger. William a ri, un son creux. « Parce que je ne veux pas mourir ici non plus, petite, et ton ami chien ne peut pas sauver tout le monde. » Ses yeux, visibles dans la faible lumière, avaient une étrange clarté. « Enlevez-moi les menottes et je vous montrerai le chemin de la sortie. » Non, la voix de Thompson leur est parvenue faiblement à travers la barrière de béton tombée. « Sophie, prends Max et trouvez une autre sortie. Ne faites pas confiance à Blackwood. J'ai appelé des renforts. Ils seront là bientôt. » Une autre section du plafond s'est effondrée, celle-ci envoyant une pluie d'étincelles électriques à la surface de l'eau. Le danger augmentait de seconde en seconde. « Il n'y a pas de temps », a insisté William. « Tout cet endroit va s'effondrer. Le tunnel est votre seule chance. » Sophie a regardé Max, l'incertitude clairement visible sur son visage. « Que devons-nous faire ?» Max ne pouvait pas répondre avec des mots, mais il pouvait agir. Il s'est tourné vers le mur du fond où William avait indiqué, nageant maintenant alors que l'eau approchait de la poitrine de Sophie. L'enfant a suivi, s'accrochant à son harnais pour rester à flot dans l'eau glaciale. Derrière la troisième cage vide, partiellement cachée par les ombres, Max a trouvé une étroite porte métallique encastrée dans le mur. Elle était sécurisée par un autre cadenas, identique à celui de la cage de Sophie. La même clé pourrait marcher, a suggéré Sophie, la tenant toujours fermement dans son poing. Elle a essayé la clé et miraculeusement, la serrure s'est ouverte. La porte s'est ouverte vers l'intérieur avec un gémissement de charnière rouillée, révélant un étroit tunnel de béton, faiblement éclairé par des lumières de secours, courant le long du plafond, une sorte de passage d'entretien ou d'issue de secours datant des jours d'activité de l'usine. « C'est vraiment une issue », a soufflé Sophie, le soulagement inondant sa voix. « Je vous l'avais dit », a appelé William de derrière eux. « Maintenant, enlevez-moi les menottes. Je vous ai montré la sortie. » Sophie a hésité, regardant l'homme qui l'avait enlevé, luttant maintenant pour garder la tête hors de l'eau qui montait. « On ne peut pas le laisser se noyer », a-t-elle chuchoté à Max même s'il est mauvais. Max a compris sa réticence. Sarah n'avait jamais abandonné personne qui avait besoin d'aide, pas même ceux qui ne le méritaient pas. Mais William était dangereux et la sécurité de Sophie devait passer en premier. La décision a été prise pour eux lorsqu'une autre vague d'eau a déferlé sur le sous-sol, soulevant William et l'emportant vers la fissure qui s'élargissait dans le sol.
Son cri a été interrompu alors qu'il disparaissait dans l'eau sombre. Non, a crié Sophie, mais Max l'a tiré fermement vers l'entrée du tunnel. Il n'y avait rien qu'il puisse faire pour William maintenant, et chaque seconde comptait s'il voulait s'échapper. La voix de Thompson leur est parvenue une dernière fois à travers le chaos. « Allez, Sophie, suivez Max, je vais bien. » Le mensonge était évident même pour l'enfant, mais elle a permis à Max de la guider dans le tunnel, l'eau glaciale tourbillonnant toujours autour de leur corps. Alors qu'ils entraient dans le passage étroit, la porte s'est refermée derrière eux avec un claquement sourd coupant les sons de destruction provenant du sous-sol. Le tunnel de service s'étendait devant eux sur une pente douce ascendante, le niveau de l'eau diminuant progressivement à mesure qu'ils s'éloignaient du sous-sol inondé. Sophie tremblait violemment maintenant, ses lèvres teintées de bleu, mais elle a avancé une main enfouie dans la fourrure mouillée de Max. « Il faut qu'on trouve de l'aide pour l'officier Thompson », a-t-elle balbutié entre des dents qui claquaient. Il est piégé. Max a compris son inquiétude mais savait que leur priorité était d'atteindre la sécurité. Le tunnel semblait sans fin, s'étendant dans l'obscurité au-delà de la portée des lumières de secours largement espacées. Le rythme de Sophie a ralenti alors que l'épuisement et le froid faisaient des ravages. Son petit corps était poussé au-delà de ses limites après des jours de captivité et de peur. « Je n'y arrive pas, Max », a-t-elle finalement chuchoté, s'effondrant à genoux sur le béton humide. « J'ai trop froid, trop fatigué. » Max a gémi, la poussant à se relever. Il ne pouvait pas la porter où elle était trop grande pour ça, mais il pouvait la soutenir. Il a pressé son corps contre ses jambes, lui offrant un peu de chaleur à travers sa propre fourrure mouillée, la pressant d'avancer un pas à la fois. « Tu ne vas pas me laisser, n'est-ce pas ?» a demandé Sophie, sa voix petite et effrayée. Max a léché sa main froide en réponse. Il ne quitterait jamais le chiot de Sarah, jamais. Ils ont continué leur lente progression, le tunnel s'élargissant progressivement jusqu'à ce qu'il se termine à une autre porte métallique. Celle-ci était entr'ouverte, l'air froid et les flocons de neige tourbillonnant à travers l'espace. Au-delà se trouvait le monde extérieur et la liberté. Sophie a poussé la porte avec le peu de force qui lui restait, émergeant sur ce qui avait été autrefois un quai de chargement pour la Syrie. Maintenant, il était enfoui sous près de 30 cm de neige, la tempête faisant rage autour d'eux avec une intensité aveuglante. L'usine elle-même était à peine visible à travers le brouillard blanc. Son toit s'était partiellement effondré, de la fumée noire s'élevant d'une section malgré la neige. « On a réussi », a soufflé Sophie, s'accrochant à Max alors que le vent menaçait de la renverser. « Mais maintenant, quoi ? On est au milieu de nulle part dans un blizzard. » Max a balayé les environs du regard, essayant de s'orienter. Le quai de chargement était orienté à l'opposé de la ville, vers la forêt dense qui soutenait la propriété de l'usine. Aucune aide ne viendrait de cette direction. Il devait contourner jusqu'à l'avant du bâtiment où Thompson avait dit que les renforts étaient en route. Il a tiré doucement sur le manteau de Sophie, indiquant la direction à suivre. L'enfant a hoché la tête, lui faisant entièrement confiance maintenant. Ils ont commencé le pénible voyage à travers la neige jusqu'aux genoux, contournant le périmètre de l'usine. Sophie a trébuché à plusieurs reprises, ses forces étant presque épuisées, mais à chaque fois, Max était là, se pressant contre ses jambes, la maintenant debout grâce à sa détermination. Ils avaient presque atteint l'avant de la propriété lorsqu'un son a percé le vent hurlant, une voix humaine appelant le nom de Sophie. Puis une autre voix, et encore une autre. Des faisceaux de lampes de poche ont balayé à travers le rideau de neige qui tombait. Ici, Sophie a essayé de crier, mais sa voix est sortie comme à peine un murmure. On est là. Max a pris le relais, rassemblant les forces qui lui restaient pour une série d'aboiements perçants qui ont porté à travers la tempête. Le faisceau de la lampe de poche a pivoté dans leur direction et quelques instants plus tard, des silhouettes sombres ont émergé de la neige tourbillonnante. « Je l'ai » a crié un homme. « J'ai trouvé Sophie. » Des bras puissants ont soulevé Sophie de la neige alors que d'autres silhouettes convergeaient autour d'eux. Max a monté la garde, ne voulant pas être séparé d'elle-même maintenant. « Et un chien » a dit quelqu'un d'autre. « D'où vient le chien ?»« C'est Max » est venue la voix de Thompson, tendue mais indubitable. « Le chien de recherche de Sarah Miller. Il l'a trouvé, il m'a conduit droit à elle. » Les oreilles de Max se sont dressées à la vue de Thompson, meurtri et ensanglanté, mais d'une manière ou d'une autre libéré de la poutre tombée. L'officier était soutenu par deux autres policiers, un bandage de fortune enroulé autour de sa tête. « Comment êtes-vous sorti ?» a demandé Sophie, sa voix étouffée contre l'épaule du secouriste qui la tenait. « Les renforts sont arrivés juste à temps » a expliqué Thompson. « Le bâtiment est à moitié effondré,
mais ils ont réussi à me sortir. Son regard s'est tourné vers Max, une profonde gratitude dans ses yeux. Je leur ai dit que vous deux aviez trouvé une autre issue. J'ai prié. J'avais raison. Des véhicules d'urgence bordaient la route devant l'usine, leurs lumières projetant des impulsions rouges et bleues à travers la neige qui tombait. Les ambulanciers ont enveloppé Sophie dans une ambulance, l'enveloppant dans des couvertures thermiques et attachant du matériel de surveillance à son petit corps. Le chien aussi, a insisté Sophie faiblement lorsqu'ils ont essayé de les séparer. S'il vous plaît, il m'a sauvé. Les ambulanciers ont échangé des regards, mais ont permis à Max de sauter dans l'ambulance où il s'est installé sur le plancher à côté de la civière de Sophie, sa vigilance ne faiblissant pas malgré son épuisement et ses blessures. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient, Max a aperçu un dernier aperçu de l'usine à travers la neige tourbillonnante. De la fumée noire s'élevait toujours de la section effondrée et les pompiers combattaient l'incendie malgré la tempête. De William, il n'y avait aucune trace. Qu'il ait échappé au sous-sol inondé ou qu'il y ait péri, cela restait inconnu. L'ambulance s'est éloignée, sirène hurlante, emmenant Sophie vers la sécurité et les soins médicaux. Max a posé son museau sur le bord de sa civière, sa mission étant toujours incomplète dans son esprit. Il avait trouvé le chiot de Sarah, mais la protection ne se terminait pas avec le sauvetage. Sarah lui avait appris qu'il resterait avec Sophie jusqu'à ce qu'il soit certain qu'elle était vraiment en sécurité. « Tu es un héros, Max », a dit prudemment l'un des ambulanciers, lui offrant une douce tape. Un vrai héros. Max ne prêta aucune attention aux éloges. Son attention restait entièrement fixée sur Sophie, qui s'était endormie d'épuisement, une main encore emmêlée dans sa fourrure, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Dans son autre main, elle serrait l'écharpe rose de Sarah, le dernier lien avec une mère dont elle se souvenait à peine. Alors que l'ambulance fonçait à travers la tempête vers l'hôpital général d'Oakidge, Max s'autorisa à reconnaître son propre épuisement. Sa jambe était lancinante là où William l'avait frappé, et de nombreuses coupures et contusions dues à l'effondrement du sous-sol se manifestaient. 6 mois de quasi-famine l'avaient laissé avec peu de réserve à puiser, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Il avait fait ce que Sarah aurait voulu. Il avait sauvé son enfant. L'hôpital émergea de l'obscurité enneigée comme un phare de lumière et de chaleur. L'ambulance s'arrêta dans la zone des urgences où une équipe de personnel médical attendait pour recevoir leur patiente. Sophie fut rapidement transférée sur un brancard, toujours enveloppée dans des couvertures, les moniteurs émettant des bips réguliers indiquant ses signes vitaux. « Qu'en est-il du chien ?» demanda quelqu'un alors qu'ils emmenaient Sophie à l'intérieur. « Il reste avec elle », fut la réponse ferme de l'officier Thompson, qui était arrivé dans un véhicule séparé. « Ce chien est la raison pour laquelle elle est en vie. » Max suivit le brancard à travers les portes automatiques dans un monde de lumière vive, d'odeurs d'antiseptiques et de voix pressées. Les médecins et les infirmières se pressaient autour de Sophie, vérifiant ses signes vitaux, insérant une intraveineuse, demandant des liquides chauds et des couvertures. Pendant tout ce temps, Max maintint sa position à ses côtés, vigilant et protecteur, malgré l'environnement étrange. Sophie Miller, 7 ans, souffrant d'hypothermie, de déshydratation et d'un possible traumatisme physique, récita un médecin en lisant un dossier. Disparu depuis 7 jours, retrouvé dans une scierie abandonnée lors d'un effondrement structurel. Son père a été notifié, ajouta une infirmière. Il est en route. À la mention du père de Sophie, Max ressentit une lueur d'incertitude. Cet homme accueillerait-il le chien errant qui avait retrouvé sa fille, ou Max serait-il à nouveau rejeté? Sa mission accomplie, mais son avenir incertain. Cette pensée avait à peine pris forme que les portes de la salle d'urgence s'ouvrirent brusquement et qu'un homme se précipita à l'intérieur. Son visage, marqué par des nuits blanches et une inquiétude désespérée, « Sophie » cria-t-il, la voix brisée. « Où est ma fille ?»« Monsieur Miller, par ici » indiqua une infirmière, le conduisant là où Sophie était allongée, maintenant réveillée et répondant au traitement. « Papa » Sophie essaya de s'asseoir, tendant la main vers lui avec la main qui n'était pas connectée à une intraveineuse. Mark Miller tomba à genoux près du brancard, serrant doucement sa fille dans ses bras. « Ma petite chérie, je pensais t'avoir perdue pour toujours. »« Max m'a trouvé, papa, » dit Sophie, se tournant vers l'endroit où le berger allemand maintenait toujours sa veille. « Il m'a sauvé du méchant. Il a ouvert ma cage et m'a montré le chemin de la sortie. » Quand le bâtiment s'est effondré. Mark regarda Max pour la première fois, la confusion cédant la place à l'émerveillement. « Un chien t'a secouru. »« Pas n'importe quel chien, » dit l'officier Thompson, s'avançant malgré ses propres blessures. « Voici Max.
Il appartenait à Sarah Miller, l'une de nos spécialistes en recherche et sauvetage décédée l'année dernière lors de l'effondrement de cet immeuble. Il m'a conduit à Sophie, et quand j'ai été piégé, il l'a fait sortir par un autre chemin. L'expression de Mark changea alors qu'il traitait cette information. Sarah Miller, mais c'est... Il s'arrêta, regardant de Max à Sophie et vice-versa, quelque chose d'inexprimé traversant son visage. « La connais-tu, papa » demanda Sophie. La dame qui possédait Max. Mark déglutit difficilement. « Oui, ma chérie, je la connaissais. » Il tendit une main hésitante vers Max, qui la renifla prudemment. « Sarah Miller était ta mère ?» La révélation flottait dans l'air, sa signification n'étant pas pleinement comprise par l'enfant épuisé. « Ma mère ? Mais tu as dit que ma mère était morte quand j'étais bébé. »« Nous avons divorcé quand tu étais très jeune, » expliqua Mark doucement. Elle a repris son nom de jeune fille. Son travail était dangereux, et nous avons convenu qu'il serait préférable que tu vives avec moi. Elle venait te voir quand elle le pouvait, mais ses visites se sont arrêtées il y a environ 6 mois. Sa voix se brisa. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un accident, mais je ne savais pas. Je ne te l'ai pas dit parce que je pensais que ce serait plus facile. Le petit visage de Sophie se plissa de concentration alors qu'elle traitait cette information. Alors Max appartenait à ma vraie maman? Est-ce pour ça qu'il m'a reconnu, qu'il m'a aidé? Ce doit être ça, dit Thompson doucement. Les chiens se souviennent des odeurs. Les membres d'une même famille ont souvent des odeurs similaires. Sophie attrapa l'écharpe de Sarah, toujours serrée dans sa main. Je l'ai trouvée dans une boîte dans le grenier. Je ne savais pas qu'elle était à elle, je l'aimais juste. Mark hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. Elle portait toujours cette écharpe, elle disait qu'elle lui portait chance lors des sauvetages. Il regarda Max avec une nouvelle compréhension. Et maintenant, son chien a sauvé notre fille. C'est comme si elle l'avait envoyé pour te protéger. Max comprenait peu de la conversation humaine, mais il reconnaissait l'odeur de la famille, maintenant confirmé que Sophie était bien l'enfant de Sarah. Sa mission, commencée dans l'instinct et la confusion, prenait maintenant tout son sens. Il avait retrouvé ce qui restait de sa bien-aimée Sarah et avait accompli son devoir le plus sacré en tant que chien de recherche et de sauvetage. Il avait sauvé celle qui était perdue. La chambre d'hôpital s'installa dans un étrange silence épuisé. Sophie avait finalement succombé au sommeil, son petit corps submergé par l'épreuve de la semaine passée. Mark Miller était assis près de son lit, une main reposant de manière protectrice sur son bras, ses yeux ne quittant jamais son visage. Les machines surveillant ses signes vitaux émettaient des bips doux, un rythme rassurant. Dans le calme, Max était allongé en boule au pied du lit, autorisé à rester seulement après que les médecins eurent nettoyé et bandé ses blessures et qu'un vétérinaire eût été appelé pour l'examiner. Le diagnostic était sombre mais pas inattendu, malnutrition sévère, lacération infectée sur ses pattes, une possible fracture de sa patte arrière droite et de nombreuses contusions dues à sa confrontation avec William. Pourtant, malgré ses propres blessures, il refusait de quitter Sophie, maintenant sa garde avec le dévouement inébranlable qui avait autrefois fait de lui la fierté de l'équipe de recherche et de sauvetage. Dehors, la tempête de neige continuait de faire rage, recouvrant au kitsch d'une épaisse couverture de neige et de glace. Les routes étaient impraticables. Des pannes de courant étaient signalées dans tout le comté. L'hôpital fonctionnait avec des générateurs de secours, projetant une lumière légèrement atténuée qui ajoutait à la qualité surréelle de la nuit. L'officier Thompson était parti il y a des heures, se soumettant à contre-cœur à un traitement pour ses propres blessures. Après avoir fourni sa première déposition, il avait promis de revenir le matin pour un entretien officiel avec Sophie, bien que les médecins aient insisté sur le fait qu'elle avait besoin d'au moins 24 heures de repos ininterrompu avant de répondre aux questions. « Je n'arrive toujours pas à y croire », murmura Mark, brisant le long silence. Il ne parlait pas vraiment à Max, mais les oreilles du chien tressaillirent en réponse au son. Tout ce temps, le chien de Sarah était là, et il a réussi à retrouver Sophie quand personne d'autre n'y parvenait. Max leva légèrement la tête, observant l'homme qui partageait l'odeur de Sophie mais qui lui était par ailleurs étranger. « Sarah a toujours dit que tu étais spécial, » continua Mark, tendant une main hésitante vers Max, le meilleur chien de pistage qu'elle ait jamais entraîné. « Têtu comme une mule, disait-elle, il n'abandonnerait pas une recherche même lorsque les humains avaient perdu espoir. » Max permit à la main de l'homme de reposer brièvement sur sa tête avant de revenir à Sophie. L'enfant remua dans son sommeil, un petit gémissement s'échappant de ses lèvres alors que des cauchemars la menaçaient. Immédiatement, Max fut en alerte, changeant de position pour se presser contre elle.
Le contact sembla la calmer, et elle se rendormit profondément. Elle a besoin de toi, reconnut Mark, la voix pleine d'émotion. Dieu sait qu'elle aura besoin de tout le soutien possible après ce qu'elle a vécu. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Une infirmière entra, suivie d'un policier que Max n'avait jamais vu auparavant. « Je suis désolé de vous déranger, monsieur Miller, dit l'infirmière doucement, mais le shérif Collins a des informations sur l'homme qui a enlevé votre fille. » Mark se raidit, se rapprochant instinctivement du lit de Sophie. « Qu'en est-il de lui? Ont-ils retrouvé son corps dans la scierie ?» Le shérif Collins secoua la tête, enlevant son chapeau en s'approchant. « Non, monsieur, c'est ce que je suis venu vous dire. William Blackwood est vivant. » « Vivant ?» La voix de Mark devint plus aiguë, mêlant incrédulité et colère. « Après ce qu'il a fait à ma fille, il s'en sort? » « Il est dans un état critique, » précisa le shérif. « Multiples fractures, hémorragie interne. Ils ne savent pas s'il passera la nuit. Mais s'il y parvient, » il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « S'il y parvient, nous avons des informations préoccupantes dont vous devriez être informé. » Le visage dur de Mark se durcit. « Quel genre d'informations ? » D'après ce que nous avons trouvé dans la scierie et les premières déclarations de Blackwood aux ambulanciers, nous pensons que votre fille n'était pas sa première victime. Le visage buriné du shérif montrait la difficulté d'annoncer de telles nouvelles. Nous avons trouvé des preuves suggérant un lien avec au moins 2 autres disparitions d'enfants dans la région au cours des 18 derniers mois, le garçon Reynolds du comté de Camden et Lily Prescott de Farnham. Ces enfants n'ont jamais été retrouvés, dit Mark, la voix éteinte, avec l'implication. Non, monsieur, ils ne l'ont pas été. Le shérif soupira lourdement. Mais ce n'est pas tout. Blackwood affirme qu'il n'a pas enlevé Sophie lui-même. Il dit qu'il l'a acquise auprès de quelqu'un d'autre, une sorte d'intermédiaire qui savait que Blackwood recherchait un certain type d'enfant après la mort de sa propre fille. Un réseau de trafic? Mark avait l'air physiquement malade à cette idée. Ici, à Oakidge. Nous n'avons pas encore toutes les pièces du puzzle, mais il semble que Blackwood était lié à quelque chose de plus grand. Le shérif jeta un coup d'œil à Sophie endormie. Je sais que c'est la dernière chose que vous voulez entendre en ce moment, mais quand elle sera prête à parler, tout ce qu'elle pourra nous dire sur d'autres personnes que Blackwood aurait mentionnées ou sur d'autres endroits où elle aurait pu être retenue avant la scierie. Assez, interrompit Mark, la voix tendue mais ferme. Ma fille a vécu un enfer. Quand elle sera prête à parler, ce sera à ses conditions, pas aux vôtres. Max grogna doucement. Sentant la tension dans la pièce, le shérif fit un pas en arrière, les mains levées en signe d'apaisement. Bien sûr, monsieur Miller, nous voulons juste nous assurer qu'aucun autre enfant n'est en danger. Il remit son chapeau sur sa tête. Nous posterons un officier devant sa chambre ce soir, juste par précaution. Essayez de vous reposer. Après le départ du shérif et de l'infirmière, Mark s'effondra sur sa chaise, le poids de ces nouvelles révélations étant évident dans les traits de son visage. « Dans quel monde vivons-nous » murmura-t-il, plus à lui-même qu'à Max, « comment la protéger de ça ?» Max n'avait aucune réponse à offrir, seulement sa présence continue et sa vigilance. Alors que la nuit s'approfondissait, l'homme et le chien montaient la garde sur l'enfant endormi, unis dans leur détermination à la protéger de tout nouveau mal. L'aube n'apporta aucun soulagement à la tempête, mais elle amena l'officier Thompson, la tête bandée mais l'attitude résolue. En entrant dans la chambre de Sophie, Mark l'accueillit avec la reconnaissance sombre d'homme qui avait enduré une épreuve commune. « Comment va-t-elle » demanda Thompson, hochant la tête vers Sophie qui restait endormie. Physiquement, les médecins disent qu'elle est déshydratée, malnutrie et qu'elle souffre d'une légère hypothermie, mais sans dommage permanent. La voix de Mark baissa. Mentalement, ils ne savent pas encore. Elle n'a pas vraiment parlé de ce qui s'est passé. Thompson hocha la tête, comprenant. Et Blackwood? Avez-vous des nouvelles? Le shérif Collins est passé hier soir, il a dit qu'il avait survécu. L'expression de Mark s'assombrit. Et qu'il pourrait y avoir d'autres personnes impliquées. C'est ce que je suis venu vous dire. Thompson rapprocha une chaise, parlant à voix basse pour ne pas déranger Sophie. Blackwood a repris conscience il y a 1 heure. Il parle beaucoup, il semble qu'il veuille conclure une sorte d'accord. Un accord? La voix de Mark s'éleva d'indignation avant qu'il ne se reprenne en jetant un coup d'œil anxieux à Sophie. Quel genre d'accord pourrait être sur la table après ce qu'il a fait? Celui qui pourrait nous aider à retrouver d'autres enfants disparus, répondit Thompson calmement.
Blackwood affirme qu'il n'était qu'un client, pas un ravisseur. Il dit qu'il existe un réseau opérant dans 3 États, ciblant des types spécifiques d'enfants pour répondre aux demandes des acheteurs. Les oreilles de Max se plaquèrent contre sa tête à cause du pic de colère et de détresse émanant des 2 hommes. Il se rapprocha de Sophie, son instinct protecteur exacerbé par leur tension. Sophie a été enlevée parce qu'elle ressemblait à la fille décédée de Blackwood, continua Thompson, mais selon lui, le courtier avec lequel il traitait a des liens avec des dizaines de cas similaires. Si Blackwood coopère, nous donne des noms, des lieux, des preuves. Il mérite de pourrir en prison pour le reste de sa vie, interrompit Mark, les poings serrés. Oui, il le mérite, acquiesça Thompson, et il purgera sa peine quoi qu'il arrive. Mais si ce qu'il dit est vrai, ces informations pourraient nous aider à démanteler tout un réseau de trafic et potentiellement à sauver d'autres enfants. La complexité éthique de la situation pesait lourdement dans la pièce. Max ne comprenait rien au marchandage judiciaire ni au bien commun, mais il reconnaissait le conflit dans les voix et les gestes des humains. Son monde était plus simple, protéger ceux qui avaient besoin de protection, rester loyal envers ceux qui méritaient la loyauté. Un petit bruit provenant du lit attira leur attention. Sophie était réveillée, ses yeux bleus, si semblables à ceux de sa mère, grands ouverts et emplis d'une peur persistante alors qu'elle prenait conscience de son environnement. « Papa » appela-t-elle, la voix éraillée par le sommeil et la déshydratation. « Je suis là, ma chérie. » Mark était à ses côtés, prenant instantanément sa main dans la sienne. « Tu es en sécurité maintenant. Tu es à l'hôpital. » Le regard de Sophie passa de son père à l'officier Thompson et finalement à Max, qui s'était levé au son de sa voix. La reconnaissance et le soulagement inondèrent son visage. « Max est resté avec moi, dit-elle, un petit sourire perçant sa peur. Il n'est pas parti. » Non, il n'est pas parti, confirma Mark, les yeux humides. Et il n'aura plus jamais à partir, si c'est ce que tu veux. Sophie hocha la tête, tendant la main vers le chien avec sa main libre. Max se rapprocha, la laissant caresser sa tête. Ce simple contact sembla l'ancrer, lui apportant un réconfort que les mots ne pouvaient pas. « Sophie, dit Thompson doucement, je sais que tu es encore très fatiguée, mais il y a quelque chose d'important que je dois te demander. Quand tu étais avec Monsieur Blackwood, as-tu vu ou entendu parler d'autres enfants ou d'autres personnes qui auraient pu l'aider à t'enlever ?» La peur traversa le visage de Sophie, sa main se crispant dans la fourrure de Max. « Il y avait un homme avec une camionnette blanche, murmura-t-elle après un long moment. Avant la Syrie. Il avait une façon bizarre de parler, comme à la télé. Il a dit au méchant, Monsieur Blackwood, que j'étais parfaite et qu'il en avait d'autres si je ne faisais pas l'affaire. » Thompson se pencha en avant, son expression douce mais intense. « Te souviens-tu d'autre chose à propos de cet homme ou de l'endroit où tu étais avant la Syrie ?» La respiration de Sophie s'accéléra, le moniteur cardiaque à côté de son lit émettant des bips plus rapides. En réponse à sa détresse, Max réagit immédiatement, se positionnant entre elle et Thompson, un grognement sourd grondant dans sa poitrine. « Ça suffit pour l'instant, » dit Mark fermement, plaçant un bras protecteur autour de sa fille. « Elle a besoin de plus de temps. » Thompson hocha la tête, reculant avec une compréhension respectueuse des limites qui étaient fixées. « Bien sûr, je suis désolé, Sophie. Tu as déjà été incroyablement courageuse. » Il se dirigea vers la porte. « Je reviendrai demain, si ça ne vous dérange pas. » Après le départ de Thompson, Sophie se détendit visiblement, bien que sa main restât enfouie dans la fourrure de Max, comme si elle puisait de la force dans sa présence solide. « Est-ce que Monsieur Blackwood va revenir me chercher ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Non, ma chérie, » lui assura Mark. « Il ne pourra plus jamais te faire de mal. » Max et l'officier Thompson s'en sont assurés. Sophie hocha la tête, traitant lentement cette information. Puis, hésitante, elle aborda le sujet qui lui pesait clairement sur l'esprit. « Papa, est-ce vrai ce que tu as dit à propos de ma maman, qu'elle était la propriétaire de Max ?» Mark prit une profonde inspiration, reconnaissant que la toile de demi-vérité protectrice qu'il avait tissée autour du passé de sa fille commençait à se défaire. L'heure de l'honnêteté totale était venue, aussi douloureuse fut-elle. « Oui, » dit-il simplement, « Sarah Miller était ta mère, et je pense qu'il est temps que je te raconte tout sur elle. » La chambre d'hôpital se transforma en un sanctuaire de révélation alors que Mark Miller partageait enfin la vérité qu'il avait cachée à Sophie si longtemps. Max était allongé près du lit de Sophie, alerte mais paisible, comme s'il sentait l'importance de ce moment de réconciliation entre le passé et le présent. « Ta mère était extraordinaire, » commença Mark, la voix douce de souvenir.
Nous nous sommes rencontrés quand j'étais garde forestier et qu'elle s'entraînait avec l'équipe de secours en montagne. Sarah pouvait grimper, courir et réfléchir mieux que la plupart des hommes de son équipe. Elle était intrépide, mais jamais imprudente. Sophie écoutait avec une attention passionnée, buvant chaque détail sur la mer dont elle se souvenait à peine. Est-ce qu'elle me ressemblait? Marc sourit, la ressemblance étant trop évidente pour être niée. Exactement comme toi. Les mêmes yeux bleus, le même menton déterminé, la même obstination aussi. Pourquoi toi et maman avez-vous cessé d'être mariés? Demanda Sophie. La directivité de l'enfance, à l'endroit au cœur du problème. Marc soupira, choisissant soigneusement ses mots. Ta mère aimait son travail, sauver des gens, retrouver ceux qui étaient perdus. Après ta naissance, nous étions en désaccord sur les risques qu'elle prenait. Je voulais qu'elle accepte un poste plus sûr, et elle ne pouvait pas renoncer à ce qu'elle se sentait appelée à faire. Alors vous avez divorcé parce qu'elle voulait sauver des gens? Les sourcils de Sophie se froncèrent devant l'injustice de la chose. C'est plus compliqué que ça, ma chérie. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Marc attrapa un verre d'eau, gagnant du temps pour se reprendre. Quand tu avais environ 2 ans, nous avons convenu que tu vivrais avec moi, mais Sarah viendrait te voir chaque fois qu'elle le pourrait. Elle t'aimait beaucoup, Sophie, n'en doute jamais. Si elle m'aimait, pourquoi n'en parlait-elle pas aux gens? L'officier Thompson ne savait pas que j'existais. La question frappa Marc comme un coup physique. C'est de ma faute, admit-il après une longue pause. Après le divorce, j'ai déménagé dans ma ville natale. J'étais en colère, blessé. J'ai dit à Sarah que si elle ne pouvait pas choisir une vie plus sûre pour sa famille, elle ne devait pas te perturber en entrant et en sortant de ta vie. Des larmes montèrent aux yeux de Sophie. Tu l'as éloignée de moi. Pas entièrement. Elle venait toujours te voir, mais pas aussi souvent qu'elle le voulait. Mais elle a respecté mon souhait de séparer son travail dangereux de ta vie. C'est pourquoi ses collègues ne savaient pas que tu existais. La voix de Marc se brisa de regret. Je pensais te protéger, Sophie. J'avais tort. Max changea de position, posant son menton sur le bord du lit de Sophie. L'enfant caressa distraitement sa tête, traitant les paroles de son père. Quand maman est-elle morte? Demanda-t-elle finalement. Il y a 6 mois, il y a eu l'effondrement d'un immeuble à appartements lors d'un tremblement de terre. Sarah était à l'intérieur pour aider à évacuer les habitants. Marc déglutit difficilement. Ils ont dit qu'elle avait sauvé 4 personnes avant l'effondrement final. Ils ont retrouvé Max à ses côtés, refusant de partir, même après. Il ne put terminer sa phrase, mais Sophie comprit. Elle regarda Max avec une nouvelle compréhension, sa petite main se déplaçant pour le gratter derrière les oreilles. Lui aussi l'aimait. Oui, il l'aimait. Marc observa le lien entre sa fille et le chien avec émerveillement. Et d'une manière ou d'une autre, il t'a retrouvé quand tu avais le plus besoin d'aide, presque comme si Sarah l'avait envoyé. Un coup à la porte interrompit leur conversation. Le shérif Collins entra, son expression grave mais déterminée. Monsieur Miller, désolé de vous interrompre, dit-il, hochant respectueusement la tête à Sophie. Il y a un développement dont je pensais que vous deviez être informé immédiatement. Marc se tendit, se rapprochant instinctivement de Sophie. Quel genre de développement? William Blackwood est mort. Le shérif annonça la nouvelle sans émotion. Il a succombé à ses blessures il y a environ 1 heure. Mais avant de mourir, il nous a donné quelque chose. Le shérif tendit un sac de preuves scellé contenant un petit portefeuille en cuir. Ceci appartenait à Sarah Miller. Nous avons trouvé sa carte d'identité à l'intérieur. Marc fixa le portefeuille, choqué. Celui de Sarah? Mais comment Blackwood l'a-t-il eu? C'est là le coup de théâtre que personne n'avait vu venir. Le shérif Collins secoua la tête d'incrédulité. Selon la dernière déclaration de Blackwood, il était l'un des premiers intervenants lors de l'effondrement de l'immeuble à appartements où Sarah est morte. Il n'était pas officiellement en service. Il avait été renvoyé des services d'urgence des mois plus tôt pour des problèmes de santé mentale, mais il s'est présenté quand même, à travailler aux côtés des véritables équipes de secours. Dans le chaos, Max grogna doucement, comme si la mention de l'effondrement du bâtiment réveillait ses propres souvenirs douloureux. Il affirme avoir trouvé le corps de Sarah avant les équipes officielles et avoir pris son portefeuille comme souvenir. Le dégoût du shérif était évident. À l'intérieur se trouvait une photo de Sophie, une photo d'école de l'année dernière.
Blackwood est devenu obsédé par la ressemblance entre Sophie et sa propre fille décédée, alors il a traqué grâce à la carte d'identité de mon ex-femme, dit Mark, les pièces du puzzle s'assemblant avec une clarté horrible. Pas exactement. Collins hésita, jetant un coup d'œil à Sophie qui écoutait les yeux grands ouverts. Monsieur Miller, peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation en privé. Plus de secrets, dit Mark fermement. Sophie mérite de connaître la vérité, toute la vérité. Quoi qu'il lui soit arrivé, ça ne disparaîtra pas en faisant semblant. Le shérif hocha la tête à contre-cœur. Blackwood affirme avoir engagé quelqu'un pour trouver Sophie, un homme qu'il avait rencontré lors d'un groupe de soutien pour les personnes atteintes de SSPT, qui se vantait de pouvoir acquérir des enfants sur commande. Blackwood a donné à cet homme le portefeuille de Sarah avec la photo de Sophie, et une semaine plus tard, Sophie a été livrée à un point de rencontre à l'extérieur de la ville. Livrée, la voix de Mark trembla de rage et d'horreur. Comme un colis. C'est ainsi que fonctionnent ces opérations, confirma Collins d'un ton sombre. L'intermédiaire, Blackwood l'a identifié comme Victor Stanton, est spécialisé dans les enlèvements ciblés. Il étudie les enfants, leurs habitudes, leur vulnérabilité, puis les enlève avec un risque minimal de se faire prendre. Et ce monstre, est toujours en liberté? Mark regarda instinctivement vers Max, comme si le chien pouvait une fois de plus être appelé à protéger Sophie. Pas pour longtemps, l'assura Collins. Blackwood nous a tout donné, les coordonnées de Stanton, les lieux de rencontre, même des conversations enregistrées depuis son téléphone. Nous nous sommes coordonnés avec le FBI. Il se rapproche de Stanton et de ses associés au moment où nous parlons. Sophie, qui avait tranquillement absorbé cette conversation, prit soudain la parole. L'homme avec la camionnette blanche, celui avec la voix bizarre. Collins se tourna vers elle avec un respect doux. C'est ça, Sophie. Y a-t-il autre chose dont tu te souviennes à son sujet? N'importe quoi pourrait nous aider. Il avait une étoile sur le cou, dit Sophie, touchant le côté de son propre cou. Une étoile bleue comme un dessin, et il sentait le bonbon à la cerise. Un tatouage, nota Collins immédiatement, tapant quelque chose dans son téléphone, et peut-être une habitude de vapotage. Ce sont d'excellentes informations, Sophie, très utiles. Max se rapprocha de Sophie, sentant sa détresse malgré son visage courageux. Elle enroula un bras autour de son cou, trouvant du réconfort dans sa présence solide. Il y a encore une chose, dit Collins, son ton changeant. Lorsque nous avons fouillé la scierie de fond en comble après l'effondrement, nous avons trouvé autre chose qui appartenait à Sarah Miller. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours, la tendant à Mark. Blackwood avait caché ça dans un compartiment sous le plancher, il a dit qu'il l'avait pris parmi ses effets personnels sur le site de l'effondrement. Mark ouvrit la boîte d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec un petit pendentif, une chaîne de montagne gravée en relief. Le collier de Sarah, murmura-t-il. Je le lui ai donné quand Sophie est née. Elle ne l'a jamais enlevé. Il est à vous maintenant, dit Collins. À vous deux. Mark se tourna vers Sophie, retirant soigneusement le collier de sa boîte. Ta mère a porté ça tous les jours de sa vie après ta naissance. C'était pour lui rappeler ses deux grands amours, les montagnes et toi. Sophie toucha le pendentif avec des doigts révérencieux. Est-ce que je peux le porter? Bien sûr, dit Mark doucement, l'attachant autour de son cou. Il t'appartient. Alors que le pendentif en argent se posait contre la blouse d'hôpital de Sophie, Max émit un son doux, pas tout à fait un gémissement, pas tout à fait un soupir. Mark et Sophie se tournèrent vers lui, reconnaissant quelque chose dans sa réaction. Il connaît ce collier, dit Sophie avec certitude. Il s'en souvient de maman. À cet instant, le lien entre tous sembla se solidifier. Mark, Sophie et Max, liés par leur amour pour une femme disparue, mais dont la présence façonnait encore leur vie. La révélation du parcours tordu de William Blackwood, de l'effondrement de l'immeuble à l'enlèvement de Sophie, apporta une clarté terrible aux événements de la semaine passée, mais aussi une conclusion inattendue. Alors ce n'était pas un hasard, dit Mark doucement. Sophie n'a pas été enlevée parce qu'elle était une cible facile. Elle a été enlevée à cause de Sarah, parce qu'elle ressemblait à la photo de Sarah. Le destin est parfois étrange, observa le shérif Collins en se dirigeant vers la porte, si vous n'aviez pas gardé cette photo d'école dans le portefeuille de votre ex-femme, si Blackwood n'avait pas été présent lors de cet effondrement, si Max n'avait pas trouvé Sophie au moulin par je ne sais quel miracle. Il laissa sa pensée en suspens, mais l'implication était claire.
Une terrible succession d'événements les avait menés jusqu'ici. Pourtant, à travers tout cela, quelque chose comme la Providence avait œuvré pour ramener Sophie à la maison, sous la forme d'un berger allemand loyal qui n'avait jamais oublié sa mission première, retrouver ceux qui étaient perdus. 2 semaines plus tard, la maison des Miller, dans la paisible rue Maple d'Oak retrouvait un semblant de normalité. La frénésie médiatique qui avait suivi le sauvetage de Sophie s'était finalement calmée, bien que des journalistes occasionnels passaient encore en voiture dans l'espoir d'obtenir des nouvelles de la fillette miraculée sauvée par un chien errant. Le FBI avait fait la une des journaux nationaux en démantelant un réseau de trafic d'enfants à travers plusieurs États, attribuant la percée dans l'affaire aux informations recueillies à la suite du sauvetage de Sophie. Victor Stanton et 12 associés étaient en détention fédérale, et 3 autres enfants disparus avaient été retrouvés vivants dans divers endroits. Mais à l'intérieur de la maison des Miller, l'attention n'était pas portée sur les gros titres ou les systèmes judiciaires. Elle était axée sur la guérison. Sophie était assise les jambes croisées sur le sol du salon, un livre pour enfants ouvert sur ses genoux. À côté d'elle, Max était allongé, la tête reposant sur ses pattes, ses yeux attentifs ne s'éloignant jamais de son visage. La transformation physique du chien au cours des 2 dernières semaines était remarquable. Son pelage retrouvait son éclat, l'horrible maigreur due à la famine laissait place à des muscles sains, et ses blessures cicatrisaient grâce à des soins vétérinaires appropriés. Le seul rappel permanent de son épreuve était une légère boiterie de sa patte arrière droite, dont le vétérinaire avait assuré qu'elle s'améliorerait avec le temps, mais qui ne disparaîtrait probablement jamais complètement. Les étoiles scintillaient comme des diamants au-dessus de la forêt. Sophie lisait à voix haute, son doigt traçant chaque mot avec soin. Le petit renard savait qu'il était presque chez lui. Lire à Max était devenu une partie de leur routine quotidienne, un rituel qui semblait les réconforter tous les deux. Le docteur Lavigne, la psychologue pour enfants qui rendait visite à Sophie 2 fois par semaine, avait encouragé ces moments de normalité, expliquant que l'enfant et le chien géraient leur traumatisme à leur manière. « Bravo, ma chérie », dit Marc depuis l'encadrement de la porte où il avait observé en silence. « Ta lecture s'améliore de plus en plus. » Sophie leva les yeux avec un petit sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Les cauchemars survenaient encore la plupart des nuits, la réveillant en hurlant, convaincue d'être de retour dans la cage. Ces nuits-là, c'était Max qui l'atteignait en premier, pressant son corps chaud contre le sien jusqu'à ce que la terreur s'apaise, restant vigilant jusqu'à ce qu'elle se rendorme. « On va voir maman aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda Sophie en fermant son livre. Marc acquiesça, le cœur toujours serré de voir avec quel naturel Sophie avait commencé à appeler Sarah « maman » plutôt que « ma mère », comme elle le faisait auparavant, de manière plus distante. « Oui, dès que tu seras prête. J'ai préparé un pique-nique pour nous. » Le cimetière s'étendait sur une douce colline surplombant Oak Ridge, son terrain recouvert de neige fondante qui révélait les premières pousses vertes timides du début du printemps. La tombe de Sarah était simple, une pierre tombale en granit gravée de son nom, de ses dates et du symbole de la chaîne de montagne correspondant au collier de Sophie. En dessous, les mots « Elle a retrouvé ceux qui étaient perdus » capturaient l'essence du travail de sa vie. Max s'approcha de la tombe en premier, son langage corporel changeant à mesure qu'ils approchaient du lieu. Ses oreilles se dressèrent, son nez travaillant sans relâche, comme s'il essayait de capter une odeur persistante de son ancien partenaire. Il fit 1 fois, 2 fois le tour de la pierre tombale, puis s'installa à sa base avec un profond soupir. « Il se souvient d'elle » dit Sophie doucement. Prenant sa place à côté du chien, elle déposa un petit bouquet de marguerites, les fleurs préférées de Sarah. Marc lui avait dit, contre la pierre, « Salut, maman, c'est encore moi. » Marc se tenait à quelques pas en arrière, laissant à sa fille ce moment de connexion. Sophie avait pris l'habitude de parler à la tombe de Sarah comme si elle conversait avec une personne vivante, partageant les détails de sa journée, ses pensées, ses craintes. Le docteur Lavigne avait expliqué qu'il s'agissait d'une façon saine pour elle de gérer à la fois le traumatisme de son enlèvement et la nouvelle compréhension de la vie et de la mort de sa mère. « Max va vraiment bien maintenant », continua Sophie en caressant la tête du chien. Le vétérinaire dit que sa patte guérit plus vite que prévu. Papa dit que c'est parce que je suis une si bonne infirmière. Elle fit une pause, touchant du doigt le collier en argent qu'elle ne quittait plus depuis que le shérif Collins le lui avait rendu. J'ai encore fait un cauchemar la nuit dernière, mais pas aussi terrible qu'avant. Max m'a entendu en premier, avant même papa. Il sait toujours. Marc retint ses larmes, submergé, comme toujours, par le lien entre sa fille et le chien qu'il avait sauvé. Il s'était préparé à ce que Sophie ait besoin d'une thérapie pour les cauchemars, pour la peur et la régression. Ce qu'il n'avait pas anticipé,
c'est comment la présence de Max deviendrait la pierre angulaire de son rétablissement, un système de sécurité vivant et respirant qui avait été formé par la personne même que Sophie pleurait maintenant. Le docteur Lavigne dit que je serai peut-être prête à retourner à l'école le mois prochain, dit Sophie à la pierre tombale. Je suis nerveuse à ce sujet, mais Max m'attendra quand je rentrerai à la maison. Papa dit qu'il pourrait même être formé pour devenir un chien de thérapie un jour, afin qu'il puisse aider d'autres enfants qui ont vécu des choses effrayantes. Elle s'appuya contre le granit, baissant la voix comme pour partager un secret. Je pense que c'est ce que tu voudrais, maman, que Max continue à aider les gens. Après quelques minutes de conversation à sens unique, Sophie se leva et rejoignit son père sur la couverture qu'il avait étendue à proximité. Ils déjeunèrent dans un silence agréable, regardant Max rester attentif à côté de la tombe de Sarah, sa posture étant à la fois triste et digne. « Tu penses qu'il comprend qu'elle est partie ?» demanda Sophie en finissant son sandwich. Marc réfléchit. « Je pense que les chiens comprennent la perte différemment de nous. Ils vivent plus dans le présent, mais ils se souviennent des odeurs, des sons, des sentiments. Max connaissait ta mère mieux que presque personne et, d'une manière ou d'une autre, il t'a retrouvé grâce à ce lien. Parce que je sens comme elle, dit Sophie avec naturel. L'officier Thompson l'a expliqué, les chiens peuvent sentir l'ADN. Marc sourit à sa compréhension simplifiée des capacités sensorielles canines, quelque chose comme ça. Oui. La voix de Sophie prit la qualité hésitante qui apparaissait encore lorsqu'elle abordait des sujets difficiles. Tu penses que maman serait heureuse que nous ayons Max maintenant? Je sais qu'elle le serait, répondit Marc sans hésitation. Sarah aimait ce chien comme un membre de la famille. Elle disait toujours que Max avait l'âme la plus pure de toutes les personnes qu'elle avait rencontrées. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Je pense que si elle avait pu arranger les choses d'où elle est maintenant, elle se serait assurée que Max te retrouve. Sophie acquiesça, acceptant cela avec la foi simple de l'enfance. C'est ce que je pense aussi. Quand ils eurent fini de manger, Sophie s'éloigna pour examiner les premiers crocus qui perçaient la neige fondante. Marc profita de l'occasion pour s'approcher de la tombe de Sarah, s'agenouillant à côté de Max, qui l'accueillit d'un bref regard avant de reprendre sa posture vigilante. « Je n'ai pas été juste envers toi, Sarah, dit Marc doucement, traçant son nom sur la pierre. J'ai eu tort d'empêcher Sophie de mieux te connaître, tort de laisser ma peur et ma colère construire ce mur. » Il déglutit difficilement. « Mais je te promets ceci, elle te connaîtra maintenant. Toutes les histoires, toutes les photos, tous les souvenirs, et Max. » Il posa sa main sur la fourrure chaude du chien. « Max aura toujours une maison avec nous aussi longtemps qu'il vivra. » Max se tourna alors vers lui, avec ses yeux intelligents qui semblaient comprendre bien plus que n'importe quel animal ne le devrait. Le berger allemand se pencha légèrement contre la jambe de Marc, un geste d'acceptation, peut-être même de pardon. Alors qu'il se préparait à partir, Sophie retourna à la tombe pour un dernier adieu, enlaçant la pierre tombale. « Je reviendrai bientôt, maman. Je viendrai avec Max. À chaque fois. » Les trois silhouettes redescendirent la colline alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, un homme, un enfant et un chien, une famille forgée par la tragédie, mais avançant ensemble. Derrière eux, le symbole de la montagne sur la pierre tombale de Sarah attrapait la lumière du soleil, brillant brièvement comme un phare sur la pierre. Max marchait entre eux, sa boiterie à peine perceptible maintenant. Sa mission, transformée mais non moins importante. Autrefois, il avait cherché des étrangers perdus dans la nature et les catastrophes, maintenant il gardait le plus grand trésor de Sarah, l'aidant à retrouver son chemin dans un autre type d'obscurité. Certains diraient que c'était une coïncidence que Max se soit retrouvé dans ce moulin abandonné cette nuit-là. D'autres parleraient de destin ou d'intervention divine. Mais pour ceux qui comprenaient la profondeur du lien entre le maître et le chien de recherche, l'explication était plus simple, Max n'avait jamais cessé de faire le travail pour lequel Sarah l'avait formé. Il avait retrouvé celle qui comptait le plus. Nous oublions souvent les héros silencieux qui nous entourent, ces compagnons fidèles qui ne demandent rien mais donnent tout. L'histoire de Max nous rappelle que l'amour transcende la compréhension. Un berger allemand fidèle, sans abri et affamé, retrouvant d'une manière ou d'une autre le chemin vers l'enfant qui partageait le sang de sa maîtresse bien-aimée. Pour ceux d'entre nous qui ont connu une perte profonde, qui savent ce que signifie chercher un sens après la disparition d'un être cher, le dévouement inébranlable de Max parle à nos cœurs les plus profonds. Rappelez-vous quand la loyauté n'était pas qu'un mot mais un lien sacré, quand les promesses étaient tenues quel qu'en soit le prix. Ce chien, autrefois membre de l'équipe de recherche et de sauvetage, n'a jamais abandonné sa mission, même lorsque le monde l'avait oublié.
dans nos dernières années, alors que nous réfléchissons à des vies remplies de regrets et de triomphes, le dévouement de Max nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour accomplir notre but. Il n'a pas pu sauver Sarah, mais il a pu sauver sa fille, lui offrant une seconde chance d'achever l'œuvre de sa vie. Peut-être avons-nous aussi des missions inachevées, des liens qui attendent d'être créés, une guérison à apporter. Comme Max, puissions-nous trouver la force de surmonter notre douleur, de suivre l'odeur de ce qui compte le plus et de protéger ceux qui ont besoin de nous, même lorsque nos propres cœurs sont brisés.